Un homme qui cherchait un passage vers l'Asie a trouvé un continent entier. Un navigateur danois au service de la Russie a cartographié des terres que personne en Europe ne soupçonnait même d'exister. Vitus Bering. Son nom résonne aujourd'hui comme celui d'un explorateur légendaire. Mais qui était-il vraiment ? Pourquoi un Danois s'est-il retrouvé à commander des expéditions russes vers les confins glacés du monde connu ? Que cherchait-il exactement dans ces étendues désolées où les cartes s'arrêtaient et où commençait le royaume des légendes ? Et surtout, qu'a-t-il vraiment découvert au bord du monde, là où l'Europe se termine et où commence quelque chose d'entièrement différent ? Nous connaissons tous le détroit qui porte son nom. Cette étroite bande d'eau qui sépare la Russie de l'Alaska, l'Asie de l'Amérique. Mais derrière ce simple trait sur nos cartes modernes, se cache une histoire extraordinaire de courage, d'ambition, de souffrance et de découverte qui ont changé notre compréhension même du monde. Bering n'était pas un héros romantique. Il n'était pas un aventurier impulsif. C'était un marin méthodique, un serviteur discipliné de l'Empire russe, un homme qui accomplissait ses ordres avec une précision prussienne. Et pourtant, ce que ces expéditions ont révélé dépassait tout ce que ses commanditaires avaient pu imaginer. Pourquoi la Russie voulait-elle savoir si l'Asie et l'Amérique étaient connectées ? Quelle était la véritable motivation derrière ces voyages épuisants vers le Kamtchatka ? Comment un homme pouvait-il convaincre des centaines de marins et de soldats de traverser toute la Sibérie à pied pour construire des navires dans une région où il n'y avait rien ? Et qu'est-ce qui l'a poussé à retourner, des années plus tard, pour une seconde expédition encore plus ambitieuse, encore plus dangereuse, encore plus coûteuse en vies humaines ? Cette histoire commence bien avant que Bering ne mette le pied sur un navire. Elle commence dans les salons de Saint-Pétersbourg, dans les ambitions démesurées de Pierre le Grand, dans les cartes imprécises et les rumeurs de terres mystérieuses. Elle commence dans un monde où la géographie était encore un mystère, où les frontières de l'Empire russe s'étendaient vers l'Est sans limite apparente, où chaque voyage vers l'inconnu pouvait révéler des richesses inimaginables ou simplement la mort glacée. Le XVIIIe siècle était l'âge des grandes explorations systématiques. Les Européens ne se contentaient plus de découvrir des terres par hasard. Ils organisaient des expéditions scientifiques, cartographiaient méthodiquement, établissaient des routes commerciales permanentes. La Russie, sous Pierre le Grand, voulait prouver qu'elle était aussi puissante, aussi moderne, aussi scientifique que n'importe quelle nation européenne. Et pour cela, elle devait résoudre l'une des plus grandes énigmes géographiques de son temps. Où exactement se terminait l'Asie ? Vitus Jonassen Bering était né à Horsens, au Danemark, en 1681. Une petite ville portuaire sur la côte est du Jutland. Rien ne le destinait à devenir l'un des plus grands explorateurs de son époque. Il était fils d'un douanier modeste. Sa famille n'avait ni fortune, ni connexion particulière. Mais il avait une qualité rare, une discipline de fer et une capacité à survivre aux conditions les plus extrêmes. À l'âge de 15 ans, il s'était engagé dans la marine néerlandaise. Les Pays-Bas dominaient alors les mers du monde. Leurs navires parcouraient tous les océans. Leurs marins étaient réputés pour leurs compétences techniques. Bering a appris son métier dans les eaux glaciales de la mer du Nord, puis dans les Indes orientales, puis sur les routes commerciales de l'Atlantique. Il a navigué pendant des années, accumulant une expérience précieuse. Mais les Pays-Bas offraient peu de perspectives d'avancement pour un jeune officier sans relation. C'est alors qu'il a entendu parler des opportunités en Russie. Pierre le Grand construisait une marine moderne. Il recrutait des experts étrangers, leur offrait des grades élevés, des salaires généreux. En 1703, Bering a rejoint la marine impériale russe avec le rang de sous-lieutenant. La Russie de cette époque était un pays en transformation brutale. Pierre voulait occidentaliser son empire, le moderniser, en faire une puissance européenne respectée. Il avait voyagé incognito en Europe, travaillé dans les chantiers navals néerlandais
étudier les techniques de construction navale britanniques. De retour en Russie, il avait lancé des réformes massives. Il avait fondé Saint-Pétersbourg, une nouvelle capitale tournée vers l'Europe, bâtie sur des marécages au prix de dizaines de milliers de vies. Il avait créé une marine de guerre moderne, construit des chantiers navals, établi des académies maritimes. Bering a rapidement gravi les échelons. Il était compétent, fiable, obéissant. Il ne cherchait pas la gloire personnelle. Il accomplissait ses missions sans se plaindre. En 1710, il était capitaine de 3e rang. Il avait participé à la Grande Guerre du Nord contre la Suède, commandé des navires dans la Baltique, transporté des troupes, escorté des convois. C'était un travail dangereux mais sans gloire. La guerre contre la Suède était une lutte d'attrition, une série de batailles navales brutales dans les eaux froides de la Baltique. Pierre le Grand avait d'autres ambitions au-delà de la guerre contre la Suède. Il regardait vers l'Est. La Russie s'était étendue à travers la Sibérie avec une rapidité étonnante. En moins d'un siècle, les Cosaques et les marchands de fourrure russes avaient traversé tout le continent asiatique. Ils avaient atteint le Pacifique. Ils avaient établi des postes de traite dans des régions où aucun Européen n'avait jamais mis les pieds. Mais personne ne savait exactement où se terminait l'Asie. Était-elle connectée à l'Amérique ? Existait-il un passage maritime vers le sud ? Ces questions n'étaient pas purement académiques. Elles avaient des implications commerciales et stratégiques énormes. Les fourrures de Sibérie valaient une fortune sur les marchés européens et chinois. Les zibelines, les martres, les renards arctiques. Leur peau était plus douce, plus épaisse, plus luxueuse que tout ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Les marchands russes devenaient riches grâce à ce commerce. Mais le transport à travers la Sibérie était incroyablement difficile. Il fallait des mois, parfois des années, pour amener des marchandises de Moscou jusqu'au Kamtchatka. Une route maritime pourrait tout changer. Si on pouvait naviguer du Kamtchatka vers le sud, longer la côte asiatique, atteindre le Japon ou la Chine directement, le commerce serait révolutionné. Il y avait aussi une dimension scientifique. L'âge des Lumières valorisait la connaissance exacte. Les géographes européens débattaient depuis des décennies sur la configuration des terres à l'extrême nord du Pacifique. Certains pensaient que l'Asie et l'Amérique étaient séparées par un détroit. D'autres croyaient qu'elles étaient connectées par une bande de terre. D'autres encore imaginaient des archipels complexes, des passages secrets vers l'Arctique. Pierre voulait résoudre cette question une fois pour toutes. Il voulait que la Russie soit reconnue comme une puissance scientifique, pas seulement militaire. En 1724, quelques semaines seulement avant sa mort, Pierre le Grand a signé l'ordre créant la première expédition du Kamtchatka. L'objectif était simple en apparence, déterminer si l'Asie et l'Amérique étaient connectées. Si elles ne l'étaient pas, cartographier le passage entre elles. L'expédition devait construire des navires sur la côte pacifique, explorer vers le nord et rapporter des cartes précises. Pierre a choisi Vitus Bering pour commander cette expédition. Bering avait alors 43 ans. Il était capitaine de 1er rang, un officier expérimenté mais pas particulièrement célèbre. Pourquoi l'a-t-on choisi ? Probablement parce qu'il était fiable, méthodique et qu'il avait survécu à de nombreuses missions difficiles. Pierre est mort en janvier 1725, avant que l'expédition ne puisse vraiment commencer. Mais ses successeurs ont maintenu le projet. L'amirauté russe a fourni des instructions détaillées. Bering devait traverser toute la Russie jusqu'à Okhotsk, sur la côte pacifique. Là, il devait construire des navires. Puis il devait naviguer jusqu'au Kamtchatka, établir une base, construire d'autres navires si nécessaire, et explorer vers le nord. Les instructions étaient vagues sur ce qu'il devait faire exactement une fois là-bas. Naviguer jusqu'à ce qu'on trouve l'Amérique ?
Naviguer jusqu'à ce qu'on prouve qu'il n'y a pas de connexion? Les ordres laissaient beaucoup de place à l'interprétation. Bering a quitté Saint-Pétersbourg en février 1725 avec une petite équipe d'officiers. Son second était le lieutenant Alexeï Tchirikov, un navigateur brillant formé à l'Académie navale de Saint-Pétersbourg. Il y avait aussi des géomètres, des cartographes, des marins expérimentés. Au total, environ 34 hommes. Ils pensaient que le voyage prendrait peut-être 1 an ou 2. Ils ne pouvaient pas imaginer ce qui les attendait. La traversée de la Sibérie était un cauchemar logistique. Il n'y avait pas de route, pas d'infrastructure. Juste des pistes dans la taïga, des rivières gelées en hiver, des marécages en été. L'équipe devait transporter tout son équipement, outils de construction navale, instruments de navigation, provisions, armes, documents. Des tonnes de matériel. Ils utilisaient des traîneaux tirés par des chevaux en hiver, des barques sur les rivières en été, des portages à dos d'hommes quand il n'y avait pas d'autre option. Les villages sibériens étaient espacés de centaines de kilomètres. La population locale, souvent hostile ou indifférente, fournissait parfois des guides, parfois rien du tout. Ils ont traversé l'Oural en mars, la chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie. De l'autre côté s'étendait une immensité sans fin, la taïga sibérienne. Des forêts de conifères sombres, des rivières glacées, des marécages qui engloutissaient les chevaux. En été, les moustiques formaient des nuages si épais qu'on pouvait à peine respirer. En hiver, le froid était si intense que les hommes perdaient des doigts, des orteils, parfois des membres entiers à cause des gelures. Les températures descendaient à moins 40 degrés. Le métal devenait fragile comme du verre. L'alcool gelait dans les bouteilles. Ils sont passés par Tobolsk, la capitale administrative de la Sibérie. Une ville relativement importante, avec des églises orthodoxes aux dômes dorés, des maisons en bois, un marché où on vendait des fourrures. Bering y a recruté des hommes supplémentaires, acheté des provisions, organisé le transport de matériel plus lourd. De Tobolsk, ils ont descendu l'Irtych, puis remonté l'Ob, 2 grands fleuves qui coulent vers le nord, vers l'océan Arctique. En été, ces rivières étaient navigables, mais le courant était capricieux. Les barques devaient être traînées contre le courant pendant des semaines. À Yeniseisk, ils ont changé de bassin fluvial. Maintenant, ils devaient aller vers l'est. Il n'y avait plus de rivière navigable dans cette direction. Ils ont dû utiliser des chevaux de bas, traverser des chaînes de montagnes, des plateaux désolés. La région était habitée par des peuples autochtones, Evenks, Yakoutes, Bouriates. Certains étaient nomades, vivant de la chasse aux rennes et de la pêche. D'autres s'étaient sédentarisés, cultivant des pommes de terre et de l'orge dans les vallées abritées. Les Russes imposaient le yasak, un tribut en fourrure, à ces populations. En échange, ils offraient théoriquement protection et commerce. Dans la pratique, c'était souvent de l'exploitation pure. En 1726, après plus d'1 an de voyage, l'expédition a atteint Yakoutsk, une ville fortifiée sur la Lena, le grand fleuve qui coule vers l'Arctique. Yakoutsk était un centre commercial important, le dernier avant les terres vraiment sauvages de l'Est. Ici, les marchands échangeaient des fourrures contre des outils métalliques, du thé, de la vodka, des armes à feu. Bering a passé plusieurs mois à Yakoutsk, organisant le transport du matériel restant. La distance jusqu'à Okhotsk était encore de plus de 1000 km, à travers les montagnes les plus difficiles de toute la route. La chaîne de Djougdjour était presque infranchissable. Des pics acérés, des vallées profondes, des rivières torrentielles. Il n'y avait aucune piste établie. Les chevaux glissaient sur les rochers, tombaient dans des ravins. Les hommes devaient porter l'équipement sur leur dos pendant des jours, dormant à même le sol rocheux, se nourrissant de poissons séchés et de bouillies d'avoine. Beaucoup tombaient malades.
Le scorbut commençait à apparaître, causé par le manque de vitamines fraîches. Les gencives saignaient, les dents se déchaussaient, les hommes devenaient faibles et apathiques. Okhotsk. Ils ont atteint cette misérable bourgade en octobre 1726, plus de 18 mois après avoir quitté Saint-Pétersbourg. Okhotsk n'était pas vraiment une ville. C'était un ensemble de cabanes en rondins autour d'un petit port naturel sur la mer d'Okhotsk. Quelques centaines d'habitants, principalement des Cosaques, des marchands de fourrures, des exilés. Il n'y avait pas de chantier naval digne de ce nom, pas de matériaux de construction navale, pas de vivres suffisants pour nourrir une centaine de personnes supplémentaires. Bering a dû tout organiser à partir de rien. Heureusement, c'était l'hiver. La mer était gelée, donc impossible de naviguer de toute façon. Bering a utilisé ces mois pour préparer la suite. Il a fait construire un petit navire, le Fortuna, pour transporter l'équipement jusqu'au Kamtchatka. Le Kamtchatka est une péninsule volcanique qui s'étend vers le sud depuis le continent asiatique. Longue de plus de 1200 km, elle est bordée à l'ouest par la mer d'Okhotsk et à l'est par l'océan Pacifique. En 1727, c'était une des régions les plus isolées de la planète. La population autochtone, les Itelmen, vivait de la pêche au saumon et de la chasse. Les Russes avaient établi quelques postes fortifiés, mais leur contrôle était ténu. En juillet 1727, Bering et son équipe ont embarqué sur le Fortuna et ont navigué vers le sud, longeant la côte jusqu'au Kamtchatka. Ils ont débarqué à Bolcheretsk, un petit fort russe sur la côte ouest de la péninsule. De là, ils devaient encore traverser toute la péninsule pour atteindre la côte est, où ils construiraient leurs navires d'exploration. Ils ont utilisé des traîneaux à chiens, une technique qu'ils avaient apprise des Itelmen. Les chiens de traîneau étaient extraordinairement résistants, capables de tirer de lourdes charges sur la neige pendant des heures sans s'épuiser. Nijni-Kamtchatsk. C'est là que Bering a établi sa base. Un petit fort près de l'embouchure de la rivière Kamtchatka, sur la côte est de la péninsule. Ici, enfin, ils pouvaient commencer leur véritable mission. Ils ont passé l'hiver à construire un navire. Un petit bateau, un sloop, baptisé le Saint-Gabriel. Les matériaux étaient difficiles à obtenir. Le bois devait être coupé dans les forêts environnantes, séché, façonné. Les clous et les ferrures avaient été transportés depuis Okhotsk, puis à travers toute la péninsule. Chaque pièce métallique était précieuse. Le goudron pour calfater les coutures était fabriqué localement à partir de résine de pin. Le Saint-Gabriel mesurait environ 20 mètres de long, avec un seul mât. Ce n'était pas un grand navire, mais il était robuste, conçu pour les eaux difficiles du Pacifique Nord. En juillet 1728, plus de 3 ans après avoir quitté Saint-Pétersbourg, l'expédition était enfin prête à commencer son exploration. 44 hommes sont montés à bord. Bering commandait. Tchirikov était son second. Il y avait aussi un navigateur expérimenté, Martin Spangberg, un Danois comme Bering. Ils avaient des provisions pour plusieurs mois. Biscuits de mer, viande salée, gruau, huile, eau potable dans des tonneaux. Le 13 juillet 1728, le Saint-Gabriel a levé l'ancre et a navigué vers le nord-est. La côte était désolée, rocheuse, souvent enveloppée de brouillard. Il voyait des montagnes volcaniques à l'intérieur des terres, leurs sommets enneigés perçant les nuages. Des geysers de vapeur s'élevaient des vallées. Le Kamtchatka est une région volcanique active, avec des tremblements de terre fréquents et des sources chaudes naturelles. Les Itelmen utilisaient ces sources pour se baigner, croyant qu'elles avaient des propriétés curatives. Bering suivait la côte, la cartographiant méticuleusement. Chaque baie, chaque cap, chaque rivière était notée. Ils utilisaient des sondages pour mesurer la profondeur de l'eau près de la côte.
Ils observaient les marées, les courants, les vents dominants. C'était un travail lent, méthodique. Pas d'aventure romantique, pas de bataille dramatique. Juste le labeur constant de la navigation et de la cartographie. Les journées étaient longues en été à cette latitude. Le soleil se couchait à peine avant de se lever à nouveau. Les hommes dormaient peu, travaillaient presque constamment. Ils ont dépassé la pointe sud de la péninsule du Kamtchatka et ont continué vers le nord-est. La côte devenait de plus en plus inhospitalière. Moins de végétation, pas de signes de présence humaine. Juste des rochers battus par les vagues, des plages de galets noirs, des falaises abruptes. La mer était froide, même en été. Des blocs de glace flottaient parfois, provenant des glaciers côtiers ou de la banquise arctique plus au nord. Le 1er août, ils ont aperçu une île au large. Saint-Laurent, ils l'ont appelée, parce que c'était le jour de la Saint-Laurent dans le calendrier orthodoxe. L'île était grande, montagneuse, déserte en apparence. Ils n'ont pas débarqué, se contentant de la noter sur leur carte. En réalité, l'île était habitée par des Yupik, un peuple autochtone apparenté aux Inuits, mais l'expédition ne les a pas vus. Le 8 août, ils ont rencontré des habitants locaux. 2 petites embarcations en peau, des kayaks, sont apparues. Les hommes à bord étaient des Tchouktchés, un peuple autochtone vivant dans l'extrême nord-est de l'Asie. Ils portaient des vêtements en peau de phoque et de renne. Ils parlaient une langue incompréhensible pour les Russes. Par gestes, ils ont communiqué. Les Tchouktchés ont expliqué que la côte continuait vers le nord-ouest, puis vers l'ouest. Ils ont fait comprendre qu'il n'y avait pas de connexion terrestre vers l'est. Bering a noté ces informations, mais il voulait des preuves visuelles. Le 13 août, ils ont atteint une latitude d'environ 65 degrés 40 minutes nord. La côte tournait maintenant clairement vers l'ouest. Devant eux, vers le nord, il n'y avait que de l'eau ouverte, pas de terre visible. Bering a tenu un conseil avec ses officiers. Tchirikov voulait continuer plus au nord, jusqu'à ce qu'ils atteignent la banquise ou qu'ils prouvent définitivement qu'il n'y avait pas de connexion. Spangberg était d'accord. Mais Bering était prudent. Ils étaient déjà loin de leur base. L'été arctique était court. Ils risquaient d'être pris par les glaces ou les tempêtes d'automne, et les provisions diminuaient. Bering a décidé de faire demi-tour. Cette décision serait plus tard controversée. Beaucoup penseraient qu'il aurait dû continuer, qu'il était trop prudent, qu'il avait manqué l'opportunité de découvrir l'Amérique russe. Mais Bering commandait selon ses instructions et son jugement. Il avait démontré que la côte asiatique tournait vers l'ouest. Il n'avait vu aucune terre vers l'est ou le nord. Pour lui, cela suffisait à prouver qu'il y avait un détroit séparant l'Asie de l'Amérique. Il a nommé ce passage le détroit de Saint-Diomède, d'après les petites îles qu'ils avaient aperçues au milieu. Le retour vers le Kamtchatka a été plus rapide, poussé par des vents favorables. Ils ont atteint Nijni-Kamtchatsk en septembre, avant que les tempêtes d'automne ne rendent la navigation trop dangereuse. L'expédition avait réussi dans son objectif principal, prouver que l'Asie et l'Amérique n'étaient pas connectées. Mais elle n'avait pas vu la côte américaine. Elle n'avait pas cartographié le détroit de manière complète. Elle n'avait pas exploré les îles Aléoutiennes ni la côte sud de l'Alaska. Pour Bering, cependant, la mission était accomplie. Il était temps de rentrer à Saint-Pétersbourg et de faire son rapport. Le voyage de retour à travers la Sibérie a pris plus de 2 ans. Ils ont suivi le même chemin épuisant qu'à l'aller. Traversé les montagnes, descendu les rivières, enduré le froid, la faim, la maladie. Certains hommes sont morts en route. D'autres sont restés en Sibérie, trop faibles pour continuer. Bering et les principaux officiers ont finalement atteint Saint-Pétersbourg en mars 1730. Ils avaient été absents pendant 5 ans. 5 années de souffrance inimaginables pour produire une carte qui montrait essentiellement une côte et un détroit. Leur accueil fut mitigé. L'amirauté a reconnu leurs efforts,
Bering a été promu capitaine-commandeur, un rang prestigieux. Il a reçu une récompense financière. Ses cartes ont été étudiées, discutées, incorporées dans les atlas russes. Mais il y avait des critiques. Certains géographes pensaient qu'il n'avait pas fait assez. Il n'avait pas exploré suffisamment vers l'est. Il n'avait pas confirmé visuellement la présence de la côte américaine. Il n'avait pas cartographié les îles entre l'Asie et l'Amérique. Le débat géographique sur la configuration exacte du Pacifique Nord continuait. Bering, maintenant âgé de 50 ans, aurait pu prendre sa retraite. Il avait accompli une mission extraordinairement difficile. Il avait survécu là où beaucoup étaient morts. Il aurait pu vivre confortablement à Saint-Pétersbourg sur sa pension, mais l'Amirauté et l'Académie des sciences avaient d'autres plans. Il voulait organiser une expédition encore plus ambitieuse. Pas seulement cartographier le détroit, mais explorer toute la côte nord de la Sibérie, découvrir les terres au-delà de l'Asie, établir des contacts commerciaux avec le Japon et l'Amérique, étudier scientifiquement la géographie, la faune, la flore, les peuples autochtones. Une expédition massive, multidisciplinaire, qui mobiliserait des centaines de personnes, des tonnes d'équipements, et coûterait une fortune. La Grande Expédition du Nord. C'est ainsi qu'on l'a appelée. Parfois aussi la deuxième expédition du Kamtchatka. Elle serait la plus grande entreprise d'exploration de tout le XVIIIe siècle. Plus grande que les voyages de Cook, plus complexe que les expéditions françaises dans le Pacifique. Elle impliquait de multiples détachements scientifiques, des expéditions maritimes simultanées dans différentes directions, des études géographiques, ethnographiques, botaniques, zoologiques. Le but était de cartographier et de comprendre complètement le nord de l'Asie et les terres au-delà. Bering a été nommé commandant en chef. C'était un honneur, mais aussi un fardeau écrasant. Il devait coordonner des centaines de personnes dispersées sur des milliers de kilomètres. Il devait gérer les budgets, les fournitures, les conflits de personnalité entre officiers et scientifiques. Il devait s'assurer que les différents détachements accomplissaient leur mission. Et il devait lui-même commander une expédition maritime vers l'Amérique. Les préparatifs ont commencé en 1733. Il a fallu presque 10 ans avant que l'expédition principale ne puisse vraiment démarrer. 10 ans de bureaucratie, de collecte d'équipements, de recrutement de personnel, de transport de matériel à travers la Sibérie. L'ampleur de la logistique était stupéfiante. Il fallait transporter non seulement des matériaux de construction navale, mais aussi des instruments scientifiques sophistiqués, télescopes, sextants, chronomètres, baromètres, thermomètres. Il fallait des livres scientifiques, des collections d'échantillons, des outils de dissection pour les naturalistes. Il fallait nourrir des centaines de personnes pendant des années dans une région où il était impossible de cultiver suffisamment de nourriture. Le personnel était tout aussi complexe à gérer. Il y avait des officiers de marine, des marins, des soldats, des charpentiers, des forgerons, des tonneliers, des voiliers. Il y avait des scientifiques, astronomes, géographes, naturalistes, dessinateurs. L'Académie des sciences avait envoyé certains de ses meilleurs éléments. Gerhard Friedrich Müller, un historien allemand, devait étudier les peuples sibériens et compiler leurs histoires. Johann Georg Gmelin, un botaniste, devait cataloguer la flore. Louis Delisle de la Croyère, un astronome français, devait faire des observations astronomiques pour déterminer avec précision les longitudes. Ces hommes éduqués, habitués aux bibliothèques et aux laboratoires, allaient devoir survivre dans les conditions les plus rudes imaginables. Les conflits ont commencé presque immédiatement. Les scientifiques méprisaient souvent les officiers militaires, les considérant comme des brutes ignorantes. Les officiers trouvaient les scientifiques arrogants et impratiques. Bering devait arbitrer constamment. Il était un marin, pas un diplomate. Ces tensions l'épuisaient. Son second, Alexeï Tchirikov, était retourné lui aussi pour cette deuxième expédition. Leur relation, autrefois cordiale,
deviendrait tendu par les années de difficulté. En 1734, les premiers éléments de l'expédition ont quitté Saint-Pétersbourg. Un flot continu de personnes et de matériel s'est mis en mouvement vers l'est. Ils ont suivi à peu près la même route que la première expédition, mais cette fois avec beaucoup plus de charges. Des milliers de tonnes d'équipements devaient être transportés. Des entrepôts ont été établis à Yakoutsk et Okhotsk pour stocker le matériel. Des routes ont été améliorées, des ponts construits sur certaines rivières. Malgré ces efforts, le transport restait extrêmement difficile. Des chevaux mouraient par centaines, des hommes se noyaient en traversant des rivières. Des provisions pourrissaient dans les entrepôts mal construits. Bering lui-même est arrivé à Okhotsk en 1737. Il avait maintenant 56 ans. Les années de stress et de voyage l'avaient vieilli prématurément. Il souffrait de scorbut chronique, de rhumatisme, probablement de malnutrition. Mais il continuait, poussé par le sens du devoir et peut-être par l'orgueil. Il voulait terminer ce qu'il avait commencé. Il voulait découvrir l'Amérique pour la Russie. Il voulait que son nom soit associé à une grande réussite, pas seulement à une cartographie partielle d'un détroit. À Okhotsk, ils ont construit 2 navires pour l'exploration du Pacifique. Le Saint-Pierre, que commanderait Bering, et le Saint-Paul, sous le commandement de Tchirikov. C'étaient des navires d'exploration océanique, plus grands et plus robustes que le Saint-Gabriel de la première expédition. Chacun mesurait environ 24 mètres, avec 2 mâts. Ils pouvaient transporter environ 75 hommes chacun, avec des provisions pour plusieurs mois. La construction a pris 3 ans. Trouver du bois de qualité était difficile. Former des charpentiers locaux capables de construire des navires océaniques était encore plus difficile. En 1740, les navires étaient prêts. Ils ont navigué d'Okhotsk au Kamtchatka, établissant leur base à Avatcha, un excellent port naturel sur la côte est de la péninsule. Aujourd'hui, c'est le site de Petropavlovsk-Kamtchatski, la principale ville du Kamtchatka. À l'époque, ce n'était qu'une baie entourée de collines volcaniques. Ils ont construit des entrepôts, des casernes, une forge. Ils ont préparé les navires pour le long voyage à venir. Ils ont chargé des provisions, biscuits, viande salée, gruau, beurre, pois, farine, eau fraîche. Ils ont embarqué des tonneaux supplémentaires, des voiles de rechange, des cordages, des clous, du goudron, tous les matériaux nécessaires pour réparer les navires en mer. Le plan était d'explorer vers l'est, de trouver la côte américaine, de la cartographier et si possible de découvrir des îles entre l'Asie et l'Amérique. Ils savaient que ces îles existaient probablement. Les Tchouktchés et les Aléoutes parlaient de terres à l'est. Des rumeurs circulaient parmi les marchands de fourrures russes à propos d'îles riches en loutres de mer et en renards arctiques. Mais personne ne savait exactement où elles se trouvaient, ni combien il y en avait. Il y avait aussi un autre objectif, plus mystérieux. On disait qu'il existait une grande terre, appelée Terre de Gama ou Terre de Compagnie, visible sur certaines cartes européennes, basée sur des rapports vagues de navigateurs espagnols ou néerlandais. Cette terre se trouverait quelque part au milieu du Pacifique Nord, entre l'Asie et l'Amérique. Elle apparaissait sur les cartes, disparaissait, réapparaissait. Personne ne l'avait jamais vue avec certitude, mais les géographes en débattaient sérieusement. Bering avait reçu instruction de la chercher. Le 4 juin 1741, après encore plus de retard pour des raisons logistiques, le Saint-Pierre et le Saint-Paul ont finalement quitté Avatcha. Ils avaient passé tout l'hiver précédent à se préparer. C'était maintenant ou jamais. L'été arctique était court. Ils devaient atteindre la côte américaine, la cartographier et revenir avant que les tempêtes d'automne ne rendent la navigation impossible. Environ 150 hommes au total étaient à bord des 2 navires, y compris des scientifiques, des interprètes, des dessinateurs. Ils ont navigué vers le sud-est, puis vers l'est.
Les instructions étaient de rechercher d'abord la mystérieuse terre de Gama. Ils ont perdu plusieurs jours à chercher une île fantôme qui n'existait probablement pas. Le temps était mauvais. Le brouillard enveloppait souvent les navires, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Les deux navires devaient rester à portée de voix l'un de l'autre, utilisant des cornes de brume pour communiquer. La navigation dans ces conditions était extrêmement dangereuse. Ils risquaient de se heurter à des récifs invisibles, de se séparer dans le brouillard, de dériver vers des eaux inconnues. Le 20 juin, une tempête violente les a séparés. Les vents hurlaient, les vagues s'élevaient à des hauteurs terrifiantes, la pluie tombait horizontalement. Le Saint-Pierre et le Saint-Paul ont perdu le contact. Ils ont tenté de se retrouver pendant plusieurs jours, naviguant en cercle, tirant des coups de canon pour signaler leur position. Mais dans le brouillard et la tempête, c'était inutile. Finalement, chaque commandant a décidé de continuer seul. Il se retrouverait, espérait-il, soit en découvrant l'Amérique, soit en rentrant à Avatscha. Le Saint-Pierre, avec Bering à bord, a continué vers l'est. Les semaines passaient. Ils voyaient parfois des oiseaux de mer, un signe qu'ils approchaient de la terre. Des goélands, des macareux, des cormorans. Ils voyaient aussi des algues flottantes, du bois dérivant, d'autres indices de proximité terrestre. Mais le brouillard persistait. Jour après jour, ils avançaient à travers une brume grise, sans jamais rien voir au-delà de la proue du navire. Le 16 juillet, le brouillard s'est levé. Et là, devant eux, s'élevait une montagne colossale. Un pic enneigé si haut qu'il semblait toucher les nuages. Le mont Saint-Élie, ils l'ont appelé plus tard, parce que c'était le jour de la Saint-Élie. C'est un des plus hauts sommets d'Amérique du Nord, culminant à plus de 5400 mètres. Il se trouve dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska du Sud-Est. Les hommes étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu une montagne aussi massive surgir directement de la mer. La côte en dessous était couverte de forêts denses, de glaciers brillants descendant vers l'océan, de fjords profonds. Ils avaient découvert l'Amérique. Pas les plaines ou les déserts du Sud, mais une terre sauvage, montagneuse, couverte de neige et de glace, même en été. Une terre qui semblait inhabitée, impénétrable, hostile. Mais c'était indubitablement un continent. Ils pouvaient voir la côte s'étendre vers le nord et vers le sud, disparaissant dans la brume. Bering avait accompli ce que la première expédition n'avait pas fait. Il avait atteint la côte américaine en naviguant depuis l'Asie. Mais il n'y avait pas de célébration à bord. Bering était malade. Il souffrait d'un scorbut avancé. Ses gencives saignaient, ses membres étaient enflés, il avait du mal à marcher. Beaucoup d'autres marins étaient dans le même état. Le voyage avait été plus long que prévu. Leurs provisions de légumes frais, qui prévenaient le scorbut, étaient épuisées depuis des semaines. Ils avaient besoin de débarquer, de trouver de l'eau fraîche, de chasser, de cueillir des plantes comestibles. Ils avaient besoin de repos. Ils ont trouvé une petite île, l'île Kayak, et ont jeté l'ancre. C'était le 20 juillet. Bering a envoyé une équipe à terre pour chercher de l'eau et évaluer les ressources de l'île. Le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller était parmi eux. Steller était un homme brillant, mais difficile, constamment en conflit avec les officiers du navire. Il voulait explorer, collecter des échantillons, étudier la faune et la flore. Mais Bering ne lui a donné que quelques heures. Il devait repartir rapidement. L'été avançait. Ils étaient loin de leur base. Le retour serait long et périlleux. Steller a exploré frénétiquement l'île pendant les quelques heures qui lui étaient accordées. Il a trouvé des signes de présence humaine, des foyers éteints, des outils en pierre, une cache souterraine contenant du poisson fumé.
Les habitants, probablement des Aléoutes ou des Tlingits, avaient fui à l'approche du navire étrange. Steller a collecté des plantes, observé des oiseaux inconnus en Europe, découvert une espèce de jet qu'on appellerait plus tard le jet de Steller. Il a réalisé immédiatement qu'ils avaient atteint l'Amérique, pas une île au milieu du Pacifique. Les plantes, les animaux, tout indiquait un grand continent. Mais Bering voulait partir. Ils ont rempli les tonneaux d'eau fraîche, tué quelques oiseaux pour la viande, et ont levé l'ancre. Steller était furieux. Il avait voyagé pendant des années à travers la Sibérie pour cette expédition scientifique, et on ne lui donnait que 10 heures pour explorer un continent entier. Il s'est disputé avec Bering. Le commandant était trop prudent, disait Steller. Ils auraient dû explorer davantage, établir une base, passer plusieurs semaines à cartographier et à étudier la région. Mais Bering connaissait les dangers. Il avait vu ce qui arrivait aux navires pris par les tempêtes d'automne. Il avait vu des hommes mourir de faim et de froid quand les provisions s'épuisaient. Il ne voulait pas risquer tout son équipage pour satisfaire la curiosité d'un naturaliste. Le retour fut un cauchemar. Ils ont longé la côte de l'Alaska vers l'ouest, la cartographiant du mieux qu'ils pouvaient à travers le brouillard et la pluie. Ils ont vu d'autres îles, des baies, des caps. Ils ont nommé certains points d'après les saints du calendrier orthodoxe. Cap Sainte-Hermogens, île Sainte-Marthe, baie de Saint-Nicolas. Ces noms sont restés sur certaines cartes modernes, témoins de leur passage. Mais la cartographie était difficile dans ces conditions. Le brouillard cachait souvent la côte. Les tempêtes les poussaient hors de leur route. Les courants étaient imprévisibles. Puis ils ont atteint les îles Aléoutiennes, un archipel s'étendant comme un pont entre l'Alaska et le Kamtchatka. Des centaines d'îles volcaniques, certaines grandes, d'autres minuscules, beaucoup inhabitées. Les Aléoutes vivaient sur certaines des îles les plus grandes, survivant grâce à la pêche, la chasse aux phoques et la chasse aux oiseaux marins. Ils construisaient des kayaks remarquables, des embarcations en peau de phoque montées sur des structures en bois, incroyablement agiles dans les eaux agitées. Naviguer à travers les Aléoutiennes était périlleux. Les îles créaient des courants complexes. Les passages entre elles étaient souvent étroits, remplis de récifs cachés. Le brouillard était constant. Le Saint-Pierre avançait prudemment, sondant constamment la profondeur, guettant les rochers. Plusieurs fois, ils ont failli s'échouer. Une fois, ils se sont retrouvés dans une baie sans issue et ont dû faire demi-tour laborieusement. Le scorbut s'aggravait. De plus en plus d'hommes tombaient malades. Ils perdaient leurs dents, leurs articulations enflaient, des hémorragies apparaissaient sous leur peau. Ils devenaient trop faibles pour travailler. L'équipage diminuait effectivement. Bientôt, il n'y avait plus assez d'hommes en bonne santé pour manœuvrer le navire correctement. Les voiles ne pouvaient pas être ajustées rapidement. Les cordages pourrissaient sans être remplacés. Le navire lui-même commençait à se détériorer. Les planches de la coque laissaient passer l'eau. Le pompage constant était nécessaire pour éviter que la cale ne se remplisse. Bering lui-même était gravement malade. Il passait la plupart du temps dans sa cabine, incapable de monter sur le pont. Le commandement effectif passait aux officiers subalternes. Mais même eux étaient malades. Les décisions étaient prises collectivement, personne n'ayant assez de force pour imposer sa volonté. Ils savaient qu'ils devaient atteindre le Kamtchatka bientôt, où ils mourraient tous en mer. Le 4 novembre, ils ont aperçu une terre. Une île, pensaient-ils. Pas le Kamtchatka, mais peut-être une des îles près de la péninsule. Ils avaient désespérément besoin de débarquer. Les tempêtes d'automne étaient maintenant constantes. Les vagues balayaient le pont. Le navire grinçait et craquait. Les voiles étaient en lambeaux.
Ils ne pouvaient plus naviguer efficacement. Ils devaient trouver un abri. Ils ont cherché un endroit pour jeter l'ancre, mais les côtes étaient rocheuses, dangereuses. Finalement, une tempête particulièrement violente a poussé le Saint-Pierre vers le rivage. Ils n'ont pas pu résister. Le navire s'est échoué sur un récif. La coque s'est brisée. L'eau a envahi la cale. Ils ont abandonné le navire, portant les malades jusqu'à la plage. 77 hommes sont arrivés sur cette île inconnue. Beaucoup étaient à peine capables de marcher. L'île était déserte. Pas d'arbres, juste de l'herbe arctique, des rochers, du sable. Mais il y avait de l'eau douce, des ruisseaux coulant depuis les collines intérieures. Et il y avait des animaux. Des loutres de mer, des phoques, des renards arctiques qui n'avaient jamais vu d'humains et s'approchaient sans crainte. Les renards étaient si nombreux et si audacieux qu'ils entraient dans les abris de fortune des marins, volaient la nourriture, mordaient les hommes malades incapables de se défendre. Ils ont creusé des abris dans le sable et les ont couverts avec les débris du navire. C'étaient essentiellement des trous dans le sol, à peine protégés du vent glacial. Novembre dans les Aléoutiennes, les tempêtes de neige balayaient l'île. Les températures descendaient bien en dessous de zéro. Les hommes malades du scorbut gelaient dans leurs abris. Certains mouraient en quelques jours. D'autres s'accrochaient à la vie, trop faibles pour bouger, attendant la mort ou le miracle d'un sauvetage qui ne viendrait jamais. Vitus Bering est mort le 8 décembre 1741. Il avait 60 ans. Le scorbut, l'exposition au froid, l'épuisement, la désillusion. Toutes ces années d'efforts, 2 expéditions massives à travers la Sibérie, des milliers de kilomètres parcourus, et il mourait sur une plage déserte, dans un trou dans le sable, sans jamais revoir la civilisation. Ces hommes l'ont enterré sur la plage, marquant la tombe avec une simple croix en bois. L'île porterait plus tard son nom, l'île Bering. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec sa mort. Les survivants ont passé l'hiver sur l'île. C'était un enfer. 28 hommes sont morts au total, soit du scorbut, soit d'exposition. Les autres ont survécu en mangeant de la viande de loutre et de phoque. Steller, le naturaliste, s'est avéré être le plus utile. Il connaissait les plantes qui pouvaient traiter le scorbut. Il a trouvé des herbes comestibles, même en hiver. Il a montré aux hommes comment préparer la viande correctement. Lentement, les survivants ont commencé à récupérer. Au printemps, ils étaient assez forts pour essayer de construire un nouveau navire avec les débris du Saint-Pierre. C'était une entreprise désespérée. Ils n'avaient presque pas d'outils, pas de forge pour fabriquer de nouveaux clous, pas de goudron pour calfater. Mais ils ont travaillé avec acharnement. Ils ont démonté l'épave, récupéré chaque planche, chaque clou, chaque pièce métallique. Ils ont construit un petit navire, plus court que l'original, à peine capable de tenir la mer. Mais c'était leur seul espoir. Le 13 août 1742, 46 hommes ont embarqué sur ce navire de fortune et ont quitté l'île Bering. Ils ne savaient pas exactement où ils étaient. Ils espéraient être près du Kamtchatka. Ils ont navigué vers l'ouest, priant pour apercevoir une côte familière. Après plusieurs jours d'angoisse, ils ont vu des montagnes. Le Kamtchatka. Ils avaient survécu. Ils sont arrivés à Avatcha le 27 août. Les gens à terre les ont d'abord pris pour des fantômes. On les croyait tous morts depuis longtemps. Le Saint-Paul, commandé par Tchirikov, était revenu l'année précédente, sans nouvelles du Saint-Pierre. Tout le monde supposait que Bering et son équipage avaient péri en mer. Voir ces hommes émaciés, barbus, en haillons, émerger d'un navire de fortune était comme assister à une résurrection. Ils ont raconté leur histoire. La découverte de l'Alaska, le mont Saint-Élie, l'île Kayak,
le voyage de retour cauchemardesque à travers les Aléoutiennes, le naufrage, l'hiver terrible sur l'île, la mort de Bering, la construction du nouveau navire. Tchirikov aussi avait des histoires à raconter. Après s'être séparé du Saint-Pierre, il avait continué seul vers l'est. Il avait atteint la côte américaine un peu plus au sud que Bering, probablement près de l'actuelle Colombie-Britannique. Il avait envoyé 2 bateaux à terre pour chercher de l'eau. Ni l'un ni l'autre n'étaient revenus. 21 hommes disparus, probablement tués par les Tlingits locaux ou morts dans des accidents. Sans bateau pour débarquer, Tchirikov avait dû retourner au Kamtchatka, manquant d'eau, son équipage également ravagé par le scorbut. Malgré les tragédies, l'expédition avait accompli quelque chose d'immense. Elle avait prouvé définitivement que l'Amérique était à portée de voile depuis l'Asie. Elle avait cartographié une partie de la côte de l'Alaska. Elle avait découvert les îles Aléoutiennes. Elle avait collecté des informations scientifiques sur les plantes, les animaux, les peuples de cette région. Steller, malgré sa frustration, avait pu faire des observations précieuses. Il avait décrit des espèces inconnues, le lion de mer de Steller, la vache de mer de Steller, le cormoran de Steller, le geai de Steller. La vache de mer, un mammifère marin géant, serait chassée jusqu'à l'extinction dans les décennies suivantes. Mais grâce à Steller, nous avons au moins des descriptions de cette créature extraordinaire. Les conséquences de l'expédition de Bering ont été profondes. Les rapports des survivants parlaient de l'abondance de loutres de mer dans les eaux autour des îles Aléoutiennes. Leur fourrure était d'une qualité exceptionnelle, épaisse, brillante, extrêmement précieuse sur les marchés chinois. Très rapidement, des marchands de fourrure russes ont commencé à équiper leurs propres expéditions vers les îles. Des marchands pomors, entrepreneurs hardis, construisaient des petits navires et naviguaient vers l'est, chassant les loutres, exploitant les aléoutes, établissant des postes de traite temporaires. En quelques décennies, les îles Aléoutiennes et la côte de l'Alaska étaient effectivement colonisées par les Russes. Les Aléoutes ont été forcés de chasser pour les Russes, fournissant des fourrures en échange de biens manufacturés ou simplement sous la menace. Leur population a été décimée par les maladies européennes contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. Des communautés entières ont disparu. La culture aléoute, qui avait prospéré pendant des millénaires, a été transformée irrémédiablement en quelques générations. En 1799, la compagnie russo-américaine a été créée, recevant un monopole sur le commerce des fourrures en Alaska. C'était essentiellement une société par actions, similaire à la Compagnie des Indes orientales britanniques ou à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elle avait le pouvoir d'établir des colonies, de lever des armées, de négocier avec les peuples autochtones. Son directeur, Alexandre Baranov, était un homme impitoyable et compétent. Il a établi des forts le long de la côte de l'Alaska, à Sitka, à Kodiak, ailleurs. Il a organisé le commerce avec la Californie espagnole, avec Hawaï, avec Canton en Chine. L'Alaska russe est devenue une colonie rentable, au moins pour un temps. Les fourrures affluaient. Les loutres de mer étaient chassées si intensivement qu'elles sont presque disparues. Quand les loutres devenaient rares dans une région, les chasseurs se déplaçaient plus loin. Ils ont atteint finalement la Californie, établissant même un fort, Fort Ross, au nord de San Francisco. Les Espagnols protestaient, mais ils ne pouvaient pas empêcher les Russes. La présence russe sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord était devenue une réalité. Mais maintenir cette colonie était coûteux. L'Alaska était extrêmement éloigné de la Russie centrale. Tous les approvisionnements devaient être transportés à travers la Sibérie ou livrés par mer depuis des milliers de kilomètres. Les colonies russes en Alaska n'étaient jamais autosuffisantes. Le climat était trop froid pour l'agriculture extensive. Les colons dépendaient du poisson, de la viande de chasse et des provisions importées. Les coûts administratifs et militaires étaient élevés. Au milieu du XIXe siècle,
Alors que les populations de loutres diminuaient dramatiquement, la rentabilité de la colonie était remise en question. En 1867, la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour 7 200 000 $. Beaucoup d'Américains pensaient que c'était un gaspillage d'argent. La glacière de Seward, ils appelaient ça, d'après William Seward, le secrétaire d'État qui avait négocié l'achat. Qu'y avait-il d'intéressant dans cette terre gelée et inhospitalière ? Mais plus tard, on a découvert de l'or en Alaska, puis du pétrole. Aujourd'hui, l'Alaska est considéré comme un achat stratégique brillant. Mais à l'époque, beaucoup doutaient de sa valeur. Tout cela découle des expéditions de Bering. Sans ces voyages, la Russie n'aurait peut-être jamais établi une présence en Amérique du Nord. Sans la cartographie du détroit et des îles Aléoutiennes, les marchands de fourrure n'auraient pas pu naviguer en toute confiance vers l'Est. Sans les descriptions des ressources en fourrure, il n'y aurait peut-être pas eu l'incitation économique nécessaire pour coloniser une région aussi éloignée et difficile. Mais Bering lui-même n'a jamais su tout cela. Il est mort, pensant peut-être qu'il avait échoué. Il n'avait pas cartographié toute la côte américaine. Il avait perdu son navire. Plus de la moitié de son équipage était mort. Il n'était jamais rentré à Saint-Pétersbourg pour présenter ses découvertes en personne. Son corps reposait dans une tombe anonyme sur une île désolée dans le Pacifique Nord. Ce n'est que bien plus tard que sa réputation a été restaurée. Les cartes produites par son expédition, perfectionnées et publiées par l'Académie des sciences russes, sont devenues la référence pour la géographie du Pacifique Nord. Le détroit entre l'Asie et l'Amérique a été officiellement nommé détroit de Bering. L'île où il est mort porte son nom. La mer entre le Kamtchatka et les Aléoutiennes s'appelle la mer de Bering. Des villes, des rues, des écoles, en Russie et au Danemark, portent son nom. Il est devenu un symbole. Le navigateur courageux qui a étendu les frontières de l'Empire russe jusqu'au Nouveau Monde. L'explorateur méthodique qui a résolu l'énigme géographique du Pacifique Nord. Le marin discipliné qui a accompli sa mission malgré des obstacles inimaginables. Ces images héroïques capturent une partie de la vérité. Bering était certainement courageux. Il était certainement discipliné. Il a certainement accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais l'histoire complète est plus compliquée. Bering était aussi un homme prudent, parfois jugé trop prudent. Ses décisions conservatrices lors de la première expédition ont été critiquées par une partie de l'historiographie. Il aurait pu découvrir davantage s'il avait été plus audacieux. Lors de la deuxième expédition, les conflits avec son équipage et les scientifiques révèlent un homme peut-être dépassé par la complexité de sa mission. Il était un excellent marin, mais pas nécessairement un grand leader selon certains historiens. Il accomplissait les ordres, mais n'inspirait pas nécessairement la loyauté fervente. Et puis il y a la question de ce que ces découvertes ont vraiment signifié pour les peuples autochtones de la région. Pour les Aléoutes, les Tlingits, les Koniag et d'autres, l'arrivée des Russes suite aux expéditions de Bering a été catastrophique. Leur population a été décimée, leur mode de vie a été détruit, leurs terres ont été occupées. Ils ont été réduits en servitude de facto, forcés de chasser pour les marchands russes. Les maladies ont ravagé leur communauté. En un siècle, des cultures qui avaient existé pendant des millénaires étaient au bord de l'extinction. Peut-on blâmer Bering pour cela ? Pas directement. Il n'était qu'un explorateur, pas un conquérant. Il n'a pas établi de colonie. Il n'a pas exploité les Aléoutes. Il a simplement cartographié la côte et rapporté ce qu'il avait vu. Mais ses actions ont ouvert la porte. Les marchands et les colonisateurs qui ont suivi ont utilisé ces cartes. Ils ont exploité les connaissances qu'il avait rapportées. Dans ce sens, il porte une responsabilité indirecte pour ce qui est arrivé ensuite. C'est le paradoxe de l'exploration.
les explorateurs sont souvent célébrés comme des héros. Ils révèlent l'inconnu, étendent les frontières de la connaissance humaine, accomplissent des exploits de courage et d'endurance. Mais leurs découvertes ont presque toujours des conséquences non intentionnelles. Les routes qu'ils tracent sont suivies par des armées, des colons, des marchands. Les peuples qu'ils rencontrent sont souvent détruits ou transformés de manière irréversible. Peut-on séparer l'acte d'exploration des conséquences de colonisation qui suivent presque inévitablement? C'est une question difficile, sans réponse simple. Bering vivait dans un monde où l'expansion européenne était considérée comme naturelle, même vertueuse. L'idée que les peuples non-européens avaient des droits égaux, que leurs terres et leurs cultures devaient être respectées, était encore très marginale. La plupart des Européens du XVIIIe siècle croyaient sincèrement qu'ils apportaient la civilisation, le christianisme, le progrès aux régions sauvages du monde. Ils ne voyaient pas la contradiction entre ces nobles intentions proclamées et les réalités brutales de la conquête et de l'exploitation. Bering lui-même semble avoir été relativement indifférent aux questions éthiques concernant les peuples autochtones. Ses journaux et rapports mentionnent rarement les Aléoutes ou les autres groupes qu'il a rencontrés. Quand il le fait, c'est généralement dans un contexte utilitaire. Peuvent-ils fournir des guides, des provisions, des informations? Il ne s'interroge pas sur leurs droits, leur culture, leur humanité. Cela ne signifie pas qu'il était particulièrement cruel. C'était simplement l'attitude typique de son époque. Steller, en revanche, était plus curieux. Il a décrit en détail les Itelmens du Kamtchatka, notant leurs coutumes, leurs croyances, leur mode de vie. Il respectait leur adaptation à un environnement difficile. Il critiquait la brutalité de certains administrateurs russes envers les peuples sibériens. Mais même Steller, plus éclairé que la plupart, ne remettait pas en question le droit fondamental de la Russie de coloniser ces régions. Il voulait simplement que ce soit fait de manière plus humaine, plus scientifique. Les autres expéditions de la Grande Expédition du Nord ont également produit des résultats importants. Dimitri Laptev et Khariton Laptev ont cartographié de longues sections de la côte arctique sibérienne. Vassili Pronchtchev a exploré plus loin vers l'est, atteignant l'embouchure de la Lena. Simeon Tcheliouskine a atteint le point le plus septentrional de l'Asie, le cap qui porte maintenant son nom. Ces hommes ont enduré des conditions encore plus extrêmes que Bering. Ils ont navigué dans des eaux remplies de glace, campé sur la toundra gelée, survécu à des hivers arctiques dans des abris de fortune. Beaucoup sont morts. Pronchtchev lui-même est mort du scorbut, et sa jeune épouse, Maria, qui l'avait accompagnée, est morte peu après. Leurs découvertes ont complété la carte de la côte nord de la Sibérie. Pour la première fois, les Russes connaissaient exactement l'étendue de leur empire vers le nord. Ils savaient où se trouvaient les embouchures des grands fleuves, l'Ob, l'Ienisseï, la Lena, la Kolyma. Ils savaient que ces rivières pouvaient être utilisées comme route de transport pendant l'été. Ils savaient que la côte arctique était largement impraticable pour la navigation, gelée pendant la majeure partie de l'année. Cette connaissance était précieuse, même si elle révélait surtout les limites de ce que la Russie pouvait faire dans ces régions. La Grande Expédition du Nord a également produit une quantité énorme de données scientifiques. Müller a compilé des histoires détaillées des peuples sibériens. Gmelin a catalogué des centaines d'espèces de plantes. Delisle de la Croyère a fait des observations astronomiques. Ces informations ont été publiées en Europe, contribuant à l'expansion des connaissances scientifiques de l'époque. L'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg est devenue reconnue comme un centre d'excellence, attirant des savants de toute l'Europe. Mais le coût humain était stupéfiant. Nous ne savons pas exactement combien de personnes sont mortes pendant la Grande Expédition du Nord.
Des centaines certainement. Peut-être plus d'1 millier si on compte tous les porteurs, guides, ouvriers recrutés localement. Le scorbut, les accidents, le froid, la faim, les noyades, les attaques d'animaux, les maladies. La liste des causes de décès est longue. Pour chaque carte produite, pour chaque découverte scientifique, il y avait des tombes anonymes dispersées à travers la Sibérie et le Pacifique Nord. Était-ce justifié ? Les contemporains de Bering auraient probablement dit oui sans hésitation. L'expansion de l'Empire, l'avancement de la science, la gloire de la Russie, ces objectifs valaient bien quelques vies. C'était l'âge des empires, quand la grandeur nationale était mesurée en territoires conquis et en découvertes géographiques. Quelques centaines de morts pour étendre l'Empire russe à travers 2 continents, un prix acceptable. Aujourd'hui, nous sommes peut-être plus ambivalents. Nous apprécions les connaissances géographiques et scientifiques produites par ces expéditions. Nous admirons le courage des explorateurs. Mais nous sommes aussi conscients des coûts humains, et pas seulement pour les explorateurs eux-mêmes. Les peuples autochtones ont payé un prix encore plus élevé. Leur rencontre avec la civilisation russe a été catastrophique pour eux. Le détroit de Bering aujourd'hui est une région transformée. Les Aléoutes survivent, mais en nombre réduit, leur culture fortement modifiée. L'Alaska est un État américain, riche en ressources naturelles, avec des villes modernes, des infrastructures développées. Le Kamtchatka est une région russe périphérique, moins développée que l'Alaska, mais toujours importante stratégiquement. Des vols commerciaux traversent le détroit en quelques heures. Des satellites surveillent la région en permanence. Des navires de recherche étudient les eaux riches en vie marine. Ce qui était autrefois le bord du monde connu est maintenant juste une autre région sur notre carte globale. Mais le nom de Bering persiste. Chaque fois qu'on parle du détroit de Bering, de la mer de Bering, de l'île Bering, on se souvient de cet homme qui a traversé la Sibérie 2 fois, qui a navigué dans des eaux inconnues, qui a été le premier Européen à atteindre et décrire la côte de l'Alaska depuis l'Asie, qui est mort sur une plage glacée, loin de chez lui. Sa vie était en quelque sorte une métaphore de l'expérience humaine face à l'inconnu. Le courage mêlé de peur, l'ambition mêlée de doute, la détermination mêlée d'épuisement. Bering n'était pas un génie visionnaire. Il n'était pas un leader charismatique. Il n'était pas un savant brillant. Il était simplement un marin compétent, un serviteur loyal de l'Empire russe, un homme qui faisait son devoir, même quand ce devoir le conduisait au bout du monde. C'est peut-être pour cette raison que son histoire résonne. La plupart d'entre nous ne sommes pas des génies ou des héros. Nous sommes des personnes ordinaires, essayant de faire notre travail, de survivre, d'accomplir ce qu'on attend de nous. Bering représente cette humanité ordinaire face à des circonstances extraordinaires. Quand il regardait ce mont enneigé se dresser devant lui en juillet 1741, que pensait-il ? Était-il fier d'avoir atteint l'Amérique ? Était-il soulagé que sa mission soit accomplie ? Ou était-il simplement épuisé, malade, préoccupé par le voyage de retour dangereux ? Nous ne le saurons jamais. Ses pensées personnelles, ses émotions, ses doutes ne sont pas consignés dans les archives. Nous avons ses rapports officiels, secs et factuels. Nous avons les observations de Steller, souvent critiques. Nous avons les journaux de bord, remplis de mesures de latitude et de notes sur le vent. Mais l'homme lui-même reste insaisissable. C'est souvent le cas avec les figures historiques. Nous connaissons leurs actions, leurs réalisations, les événements marquants de leur vie. Mais nous ne connaissons pas vraiment qui ils étaient en tant que personnes. Bering aimait-il sa femme ? Il en avait une, Anna Christina, qui l'attendait à Saint-Pétersbourg. Ils avaient des enfants. Pensait-il à eux pendant ces longues années en Sibérie ? Se sentait-il coupable d'être absent ? Ou était-il du genre à compartimenter,
à se concentrer sur sa mission et à mettre de côté les émotions personnelles. Nous savons qu'il était respecté par ses hommes, sinon toujours aimé. Personne ne s'est mutiné contre lui, même dans les circonstances les plus terribles. C'est remarquable. Sur d'autres expéditions de l'époque, les mutineries étaient communes quand les conditions devenaient trop difficiles. Le fait que l'équipage de Bering lui soit resté loyal, même jusqu'à sa mort, suggère qu'il avait une certaine autorité morale, un certain respect gagné par son comportement personnel. Les survivants qui sont retournés en Russie ont parlé de Bering avec respect. Steller, malgré ses critiques de certaines décisions de Bering, reconnaissait son courage et son endurance. Sven Waxel, un officier suédois qui servait sous Bering, a écrit plus tard des mémoires où il décrivait Bering comme un commandant juste mais strict, un homme qui partageait les mêmes privations que ses hommes. C'est peut-être le meilleur éloge. Il n'exigeait rien de ses hommes qu'il ne soit prêt à endurer lui-même. La deuxième expédition était vouée à être difficile dès le départ. Les objectifs étaient trop ambitieux. Les ressources, bien qu'importantes, étaient insuffisantes pour la tâche. La logistique était un cauchemar insoluble. Transporter tout le nécessaire à travers la Sibérie était simplement au-delà des capacités de l'époque. Il aurait fallu des décennies de développement d'infrastructures, routes, entrepôts, relais, pour rendre une telle expédition vraiment viable. Mais l'amirauté russe voulait des résultats maintenant, pas dans 50 ans. Bering a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Il a organisé, planifié, improvisé. Il a résolu d'innombrables problèmes. Pénurie de nourriture, équipements défaillants, conflits de personnel, maladies. Qu'il ait finalement atteint l'Alaska et cartographié une partie significative de la côte Est en soi extraordinaire. Beaucoup de ses contemporains pensaient que l'expédition échouerait complètement. Le fait que même une partie des objectifs ait été accomplie témoigne de sa compétence et de sa persévérance. Mais l'histoire se souvient souvent plus des échecs que des succès. Bering est mort loin de chez lui. Il a perdu son navire. Plus de la moitié de son équipage est mort. Ces faits sont dramatiques, faciles à retenir. Les réussites, les cartes précises, les découvertes scientifiques, l'ouverture d'une nouvelle route commerciale sont moins spectaculaires, plus faciles à oublier. Les Russes du XIXe siècle ont réhabilité sa réputation. Ils avaient besoin de héros nationaux, de figures qui symbolisaient la grandeur de l'Empire russe. Bering convenait parfaitement. Un explorateur courageux qui avait étendu les frontières de la Russie jusqu'au Nouveau Monde. Le fait qu'il soit d'origine danoise était un peu gênant, mais on pouvait l'ignorer. Il avait servi la Russie loyalement pendant presque 40 ans. Il était devenu, en substance, russe. Des monuments ont été érigés, des livres ont été écrits, des peintures ont été commandées montrant Bering de manière héroïque, debout sur le pont de son navire, scrutant l'horizon, découvrant l'Amérique. Ces images sont largement fictives. Le vrai Bering, lors de sa découverte de l'Alaska, était probablement dans sa cabine, malade du scorbut, laissant ses officiers gérer le navire. Mais l'iconographie héroïque ne s'embarrasse pas de tels détails. Au Danemark aussi, Bering est célébré. Il est un des rares Danois à avoir acquis une renommée internationale. Dans un petit pays souvent éclipsé par ses voisins plus grands, avoir un explorateur qui a découvert une partie de l'Amérique est une source de fierté. Il y a une statue de Bering à Horsens, sa ville natale. Des rues portent son nom à Copenhague. Les enfants danois apprennent son histoire à l'école. Ce double héritage, russe et danois, est approprié. Bering était un homme entre deux mondes. Né au Danemark, il a passé la majeure partie de sa vie au service de la Russie. Il parlait probablement plusieurs langues, danois, russe, allemand, peut-être néerlandais de ses années dans la marine néerlandaise. Il s'est adapté aux coutumes russes, a servi fidèlement les tsars successifs, mais il n'a jamais complètement abandonné ses origines danoises.
Cette identité hybride était commune parmi les officiers étrangers au service de la Russie à cette époque. L'Empire russe importait activement des compétences de l'Europe occidentale. La Grande Expédition du Nord était aussi un projet international, pas seulement russe. Steller était allemand, Delisle de la Croyère était français, Waxel était suédois, Spangberg était danois. Les meilleurs instruments venaient d'Angleterre ou des Pays-Bas. Les techniques de construction navale étaient influencées par les pratiques néerlandaises et britanniques. Les méthodes cartographiques suivaient les standards français. C'était une entreprise européenne sous patronage russe. Cela reflétait la réalité de l'exploration au XVIIIe siècle. Aucun pays ne possédait seul toutes les compétences et ressources nécessaires pour de grandes expéditions. Il y avait une circulation constante d'experts, de connaissances, de technologies entre les nations européennes. Des rivalités nationales existaient certainement, mais il y avait aussi une communauté internationale de savants et d'explorateurs qui partageaient des informations, collaboraient, s'inspiraient mutuellement. Les cartes produites par l'expédition de Bering ont été rapidement copiées et distribuées en Europe. Des cartographes français, britanniques, néerlandais incorporaient les nouvelles découvertes dans leurs atlas. Des livres sur l'expédition étaient traduits et publiés dans plusieurs langues. Les naturalistes étudiaient les échantillons et les descriptions envoyées par Steller et Gmelin. La connaissance, une fois acquise, se diffusait rapidement à travers le réseau des académies et universités européennes. Cette diffusion de l'information a stimulé d'autres expéditions. Les Britanniques, ne voulant pas être en reste, ont envoyé James Cook dans le Pacifique. Ces 3 voyages, entre 1768 et 1780, ont cartographié de vastes régions du Pacifique Sud et ont également exploré la côte nord-ouest de l'Amérique. Cook a navigué dans le détroit de Bering, vérifiant et complétant les cartes russes. Les Français ont envoyé La Pérouse, qui a exploré les côtes de l'Alaska et de la Californie. Les Espagnols, inquiets de l'expansion russe, ont intensifié leurs propres explorations du Pacifique Nord. Ainsi, l'expédition de Bering a déclenché une course internationale pour cartographier et revendiquer les terres du Pacifique Nord. Chaque nation voulait sa part des richesses potentielles, fourrures, ressources minérales, routes commerciales. Les peuples autochtones de la région se sont retrouvés soudainement au centre d'attention internationale qu'ils n'avaient pas sollicité et dont ils ne bénéficiaient pas. Pour les Tlingits de la côte sud-est de l'Alaska, cette période a été particulièrement traumatisante. Ils étaient un peuple guerrier, avec des traditions militaires fortes et des structures sociales complexes. Ils n'ont pas été conquis facilement. Quand les Russes ont essayé d'établir un fort à Sitka, les Tlingits l'ont attaqué et détruit. Il a fallu une expédition militaire russe importante pour finalement établir un contrôle sur la région. Même alors, la résistance continuait. Les Tlingits commerçaient avec les Russes quand cela les avantageait, mais maintenaient leur indépendance culturelle et politique autant que possible. Les Aléoutes ont eu moins de chance. Dispersés sur de nombreuses petites îles, ils étaient plus vulnérables. Les Russes pouvaient facilement isoler des communautés individuelles, les forcer à coopérer sous menace de représailles. De plus, les Aléoutes dépendaient fortement de la chasse maritime. Phoques, loutres de mer, baleines. Les Russes contrôlaient cette chasse, réquisitionnant les meilleurs chasseurs et leurs kayaks. Sans accès à ces ressources, les Aléoutes mourraient de faim. C'était un levier puissant pour forcer la coopération. Les maladies ont fait plus de ravages que la violence directe. Les Aléoutes n'avaient jamais été exposés à des maladies comme la variole, la rougeole, la grippe, la tuberculose. Quand les Russes sont arrivés, portant ces maladies, les résultats ont été catastrophiques. Des villages entiers ont été décimés. Les survivants, affaiblis et traumatisés, étaient encore moins capables de résister à la domination russe.
C'est un schéma qui s'est répété à travers les Amériques, partout où les Européens sont entrés en contact avec les populations autochtones. Peut-on tenir Bering responsable de cette catastrophe démographique et culturelle massive? Moralement, c'est une question compliquée. Il ne voulait pas délibérément détruire les Aléoutes. Il n'était même pas présent pour la plupart de la colonisation. Il était mort bien avant que les pires excès ne se produisent. Mais ces expéditions ont ouvert la porte. Elles ont fourni les connaissances géographiques et les informations économiques qui ont rendu la colonisation possible et rentable. Dans ce sens, il partage une responsabilité collective avec tous les explorateurs européens de son époque. Leurs découvertes, faites souvent par curiosité scientifique ou par simple obéissance aux ordres, ont eu des conséquences qu'ils n'ont pas prévues ou n'ont pas voulu prévoir. Certains étaient indifférents au sort des peuples autochtones. D'autres étaient même sympathiques, mais impuissants à arrêter les forces économiques et politiques qu'ils avaient mises en mouvement. Le résultat net était le même: destruction culturelle et démographique. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre cette histoire de manière plus nuancée. Nous voulons honorer les réalisations authentiques, le courage, l'endurance, les contributions scientifiques, tout en reconnaissant honnêtement les coûts humains et moraux. Nous voulons éviter à la fois l'hagiographie non critique et la condamnation simpliste. Bering était un produit de son époque, avec toutes les limitations morales et intellectuelles que cela implique. Nous ne pouvons pas le juger selon nos standards modernes sans être injustes. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les conséquences de ses actions simplement parce qu'elles étaient non intentionnelles. L'histoire de Bering est aussi une histoire sur les limites humaines. 2 fois, il a traversé la Sibérie, enduré des années de privation, risqué sa vie dans des eaux inconnues. La 2e fois, cela l'a tué. Il a littéralement donné sa vie pour accomplir sa mission. C'est à la fois admirable et peut-être tragiquement insensé. Valait-il la peine de mourir pour cartographier une côte? Pour découvrir quelques îles? Pour étendre les frontières d'un empire? Bering lui-même aurait probablement dit oui. Le devoir, l'honneur, le service, ces valeurs étaient centrales pour les hommes de sa classe et de son époque. Accomplir la mission que le tsar avait confiée était plus important que la vie personnelle. Échouer aurait signifié le déshonneur. Abandonner aurait été impensable. Donc il a continué, même quand son corps défaillait, même quand la moitié de son équipage était mort, même quand toute entreprise rationnelle aurait suggéré de faire demi-tour. Cette détermination obstinée est caractéristique de nombreux explorateurs. Shackleton dans l'Antarctique, Scott mourant sur la banquise, Franklin disparu dans l'Arctique canadien. L'histoire de l'exploration est remplie d'hommes qui ont poussé au-delà des limites raisonnables, souvent avec des résultats fatals. Nous les admirons pour leur ténacité, tout en nous demandant parfois s'ils n'étaient pas tout simplement imprudents. La frontière entre courage et témérité est mince. Bering a certainement montré du courage. Traverser la Sibérie non pas 1 fois mais 2 fois, construire des navires dans des conditions impossibles, naviguer dans des eaux inconnues sans carte fiable, tout cela exigeait un courage extraordinaire. Mais était-ce aussi de la témérité? Aurait-il dû insister davantage pour obtenir plus de ressources avant de commencer? Aurait-il dû refuser la mission si elle n'était pas correctement soutenue? Aurait-il dû faire demi-tour plus tôt lors du voyage fatal de 1741? Ce sont des questions faciles à poser rétrospectivement. Sur le moment, les décisions étaient beaucoup moins claires. Bering ne savait pas que son navire s'échouerait sur l'île qui porte maintenant son nom. Il ne savait pas que l'hiver là-bas serait si mortel. Il pensait probablement pouvoir atteindre le Kamtchatka avant les pires tempêtes. Ces décisions, bien que finalement fatales, n'étaient pas déraisonnables au moment où il les a prises. C'est une leçon importante. L'histoire est pleine d'événements qui semblent inévitables en rétrospective, mais qui ne l'étaient pas du tout à l'époque.
Nous savons que Bering mourrait sur cette île parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Mais Bering ne le savait pas. Il prenait des décisions basées sur des informations incomplètes, dans des circonstances extrêmes, sous une pression énorme. Nous devrions être prudents avant de le juger trop sévèrement. En même temps, il y a des leçons à tirer. La planification minutieuse compte. La logistique compte. Avoir des ressources adéquates compte. La grande expédition du Nord a souffert chroniquement de sous-financement et de mauvaise organisation. Si l'amirauté russe avait investi davantage dans les infrastructures sibériennes avant de lancer l'expédition, si elle avait fourni plus de navires de soutien, si elle avait établi de meilleurs dépôts de provisions, peut-être que moins d'hommes seraient morts. Peut-être que Bering lui-même aurait survécu. Mais l'amirauté voulait des résultats rapides sans investir les ressources nécessaires. C'est un schéma récurrent dans l'histoire des explorations et des projets ambitieux. Les décideurs veulent les bénéfices, territoire, connaissances, prestige, sans payer le coût total. Ils comptent sur le courage et le sacrifice des individus sur le terrain pour compenser les lacunes en planification et en ressources. Parfois, cela fonctionne. Souvent, cela ne fonctionne pas et les gens meurent. Les 46 hommes qui sont revenus de l'île Bering ont été les vrais héros de l'histoire. Après la mort de Bering et des autres, ils auraient pu simplement abandonner, attendre la mort. Au lieu de cela, ils ont construit un navire avec presque rien. Ils ont survécu à un hiver terrible. Ils se sont organisés, ont travaillé ensemble, ont maintenu l'espoir même quand tout semblait perdu. Waxel, qui a pris le commandement après la mort de Bering, mérite particulièrement du crédit. Il a gardé les hommes concentrés sur un objectif, construire le navire et rentrer chez eux. Leur retour à Avatscha a été considéré comme miraculeux. Personne ne s'attendait à les revoir. Le fait qu'ils aient survécu et rapporté leurs découvertes et leurs cartes était extraordinaire. Sans eux, tout ce que Bering avait accompli aurait été perdu. Il n'y aurait pas eu de carte de la côte de l'Alaska. Il n'y aurait pas eu de preuve de la découverte. L'expédition aurait été un échec total, disparu sans laisser de traces. Donc, quand nous nous souvenons de Bering, nous devrions aussi nous souvenir de ces hommes anonymes qui ont survécu. Leurs noms sont pour la plupart oubliés. Nous ne connaissons pas leurs histoires personnelles. Mais c'est leur résilience qui a préservé l'héritage de l'expédition. Ce sont eux qui ont ramené les journaux, les cartes, les échantillons scientifiques. Ce sont eux qui ont témoigné de ce qui était arrivé. Et nous devrions aussi nous souvenir de ceux qui sont morts. Les noms gravés sur des croix en bois sur des plages lointaines, rapidement effacés par le vent et la pluie. Les marins qui ont glissé par-dessus bord pendant les tempêtes, leur corps engloutis par le Pacifique froid. Les scientifiques qui sont morts de fièvre dans des huttes sibériennes. Les porteurs qui ont gelé sur les montagnes de Djougjour. Les soldats qui sont morts du scorbut à Okhotsk. Ils font tous partie de cette histoire. Leur sacrifice, volontaire ou involontaire, a contribué à l'expansion de la connaissance humaine. Valait-il la peine ? C'est la question ultime. Si nous pouvions demander aux morts, valait-il la peine de mourir pour cette cause ? Que répondraient-ils ? Probablement des choses différentes. Certains auraient peut-être dit oui, fiers d'avoir servi l'Empire et la science. D'autres auraient peut-être dit non, regrettant d'avoir quitté leur maison et leur famille pour une mission qui les a tués. Nous ne pouvons pas savoir. Ce que nous savons, c'est que leurs efforts ont changé le monde. Les cartes créées par l'expédition de Bering ont rendu possible l'expansion russe en Amérique du Nord. Elles ont facilité le commerce entre l'Asie et l'Amérique. Elles ont contribué à la connaissance scientifique de la géographie, de la biologie, de l'ethnographie. Ces contributions ne sont pas négligeables. Elles ont eu des impacts durables qui résonnent encore aujourd'hui. Mais elles ont aussi eu un coût.
Les peuples autochtones ont été déplacés, décimés, culturellement transformés. Des écosystèmes ont été perturbés par la chasse excessive aux loutres de mer et à d'autres animaux. Des régions entières ont été exploitées pour leurs ressources naturelles sans considération pour la durabilité. Ce sont les côtés sombres de l'histoire d'exploration et de colonisation. Aujourd'hui, le détroit de Bering est au centre de nouvelles discussions. Le changement climatique fait fondre la glace arctique, ouvrant potentiellement de nouvelles routes maritimes entre l'Asie et l'Europe via l'Arctique. Le passage du nord-est, longtemps impraticable, devient navigable pendant des périodes plus longues chaque année. Cela rappelle les ambitions de Pierre le Grand, qui voulait trouver des routes commerciales plus courtes entre la Russie et l'Asie. Ce que Bering n'a pas pu accomplir au XVIIIe siècle, une route maritime praticable à travers l'Arctique, pourrait devenir réalité au XXIe siècle, mais à cause du réchauffement climatique, pas de la navigation héroïque. Il y a aussi des discussions sur un possible pont ou tunnel traversant le détroit de Bering, connectant physiquement l'Asie et l'Amérique. Des ingénieurs ont proposé divers projets. Un tunnel ferroviaire pourrait permettre le transport de marchandises et de passagers entre les continents. Les obstacles sont énormes. Le coût, les difficultés techniques, les questions politiques entre la Russie et les États-Unis. Mais technologiquement, c'est possible. Si jamais un tel projet était réalisé, il porterait probablement le nom de Bering, l'homme qui a d'abord cartographié ce détroit. La mer de Bering reste une des régions les plus riches en ressources maritimes du monde. Ses eaux froides sont incroyablement productives, soutenant d'immenses populations de poissons, de crabes, de phoques, de baleines. Les flottes de pêche de nombreux pays opèrent là-bas, récoltant des millions de tonnes de poissons chaque année. Il y a des préoccupations constantes sur la surpêche et la durabilité. Les loutres de mer, presque exterminées au XIXe siècle, ont été protégées et leurs populations se sont partiellement rétablies. Mais elles ne reviendront jamais au niveau d'avant la colonisation russe. L'écosystème a été irrémédiablement modifié. Les questions de souveraineté dans la région restent sensibles. La frontière maritime entre la Russie et les États-Unis traverse le détroit de Bering, suivant approximativement la ligne qui séparait autrefois l'Alaska russe de la Sibérie. Cette frontière a été établie lors de la vente de l'Alaska en 1867, mais certains détails concernant les droits de pêche et les zones économiques exclusives font encore l'objet de négociations. Les deux pays surveillent attentivement leurs eaux territoriales, conscients de la valeur stratégique et économique de la région. Pour les peuples autochtones de la région, l'héritage de Bering est complexe. D'un côté, ils reconnaissent qu'il était simplement un explorateur, pas le colonisateur brutal qui a suivi. De l'autre, son nom est indissociablement lié au début de leur traumatisme historique. Quand ils entendent parler du détroit de Bering ou de la mer de Bering, ils se souviennent de ce que ces découvertes ont signifié pour leurs ancêtres. Ce n'est pas une histoire simple de héros et de méchants. C'est une histoire de rencontre entre cultures, avec des conséquences profondes et durables. Les Aléoutes d'aujourd'hui, bien qu'en nombre réduit, travaillent à préserver et revitaliser leur culture. Ils enseignent leur langue aux jeunes générations, pratiquent des danses traditionnelles, fabriquent des kayaks selon les méthodes ancestrales. C'est un effort conscient pour maintenir une identité qui a failli être complètement effacée. Leur résilience face à des siècles de traumatisme est remarquable. Ils survivent, s'adaptent, se souviennent. Les Tlingits, qui ont mieux résisté à la colonisation grâce à leurs forces militaires et à leur organisation sociale, maintiennent également leurs traditions. Leurs totems, leurs danses, leurs cérémonies continuent. À Sitka, où les Russes ont établi leur capitale de l'Alaska, il y a maintenant un parc historique national qui raconte l'histoire des deux côtés, les colonisateurs russes et les Tlingits qui leur ont résisté. C'est une reconnaissance que l'histoire n'appartient pas seulement aux vainqueurs.
Bering ne savait rien de tout cela. Il ne pouvait pas prévoir que ces cartes mèneraient à un siècle de domination russe sur l'Alaska, suivi par la vente aux États-Unis, suivi par la ruée vers l'or, l'exploitation pétrolière et finalement le statut d'État américain. Il ne pouvait pas imaginer que le détroit qu'il avait cartographié deviendrait une frontière entre deux superpuissances de la guerre froide, avec des sous-marins nucléaires patrouillant ses profondeurs. Il ne pouvait pas prévoir le changement climatique qui transformerait la région de manière fondamentale. Il était simplement un marin essayant de faire son travail. Explorer, cartographier, rapporter. C'était ce qu'on lui avait demandé de faire, et il l'a fait du mieux qu'il pouvait avec les ressources dont il disposait. Le fait que ces actions aient eu des conséquences si vastes et durables n'était pas quelque chose qu'il contrôlait ou même comprenait pleinement. C'est peut-être la leçon finale de l'histoire de Bering. Nos actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons prévoir. Un homme qui traverse un océan et trace une ligne sur une carte peut déclencher une chaîne d'événements qui transforment des continents entiers. Nous vivons tous dans l'ombre de décisions prises il y a des siècles par des gens qui ne pouvaient pas imaginer notre monde. Et nos décisions aujourd'hui façonneront un futur que nous ne pouvons pas imaginer non plus. Bering est enterré sur une île qui porte son nom, dans une tombe qui a probablement été effacée par le temps depuis longtemps. Mais sa présence persiste. Chaque fois qu'un navire traverse le détroit, chaque fois qu'un avion survole la mer, chaque fois qu'un étudiant regarde une carte et voit ces noms, détroit de Bering, mer de Bering, île Bering, son histoire est rappelée. Il a trouvé ce qu'il cherchait, un passage entre l'Asie et l'Amérique. Mais il a aussi trouvé bien plus que cela. Il a trouvé un continent, un archipel, des peuples, des écosystèmes que l'Europe ne connaissait pas. Ce qu'il a trouvé au bord du monde n'était pas la fin de la Terre, comme certains le craignaient. C'était le début de quelque chose de nouveau, un pont entre les continents, une frontière qui était aussi une connexion, un endroit où se rencontraient l'Asie et l'Amérique, l'ancien monde et le nouveau, le connu et l'inconnu. Et dans cette rencontre, le monde a changé. Les montagnes enneigées qu'il a vues en ce jour de juillet 1741 se dressent toujours, indifférentes aux drames humains qui se sont déroulés à leurs pieds. Les glaciers descendent toujours vers la mer, bien que plus petits maintenant à cause du changement climatique. Les vagues du Pacifique battent toujours les côtes rocheuses. La nature continue, impassible face aux ambitions et aux tragédies humaines. Mais pour nous, les humains, l'histoire de Bering reste significative. Elle nous parle de courage et de sacrifice. Elle nous parle d'ambition et de ses coûts. Elle nous parle de la rencontre entre cultures et de ses conséquences. Elle nous parle des limites humaines et de notre désir persistant de les dépasser. Elle nous parle de la façon dont des individus ordinaires, faisant simplement leur travail, peuvent changer le cours de l'histoire. Quand nous regardons une carte moderne et voyons le détroit de Bering, nous voyons plus qu'une simple caractéristique géographique. Nous voyons la convergence de multiples histoires. Celle d'un marin danois au service de la Russie, celle de marins courageux qui ont survécu contre toute attente, celle de scientifiques qui ont documenté un nouveau monde, celle de peuples autochtones dont les vies ont été transformées à jamais, celle d'empires qui se sont étendus et ont décliné, celle d'écosystèmes exploités et parfois préservés. Toutes ces histoires se rencontrent dans ce nom simple, Bering. Un homme est devenu un symbole. Un voyage est devenu une légende. Une découverte est devenue une partie de notre compréhension collective du monde. C'est ainsi que l'histoire fonctionne. Les événements du passé sont transformés, interprétés, réinterprétés par chaque génération. Nous trouvons en eux ce que nous cherchons, héroïsme ou tragédie, triomphe ou désastre, inspiration ou avertissement. Pour Bering lui-même, mourant sur cette plage froide en décembre 1741, rien de tout cela n'aurait eu de sens.
Il ne pensait probablement pas à l'histoire ou à l'héritage. Il pensait probablement à sa famille à Saint-Pétersbourg, qu'il ne reverrait jamais. Il pensait probablement à ces hommes qui mouraient autour de lui, se demandant si certains survivraient. Il pensait probablement à la mission inachevée, aux cartes incomplètes, aux questions sans réponse. Il est mort, comme meurent la plupart des gens, avec des affaires inachevées et des rêves non réalisés. Mais ces cartes ont survécu. Les récits de son expédition ont survécu. Les noms qu'il a donnés aux lieux ont survécu. Et à travers eux, sa mémoire a survécu. Pas exactement comme il était, nous ne pouvons jamais vraiment connaître l'homme lui-même, mais comme un symbole de l'exploration, de l'endurance, de la quête humaine de connaissances. Le bord du monde qu'il a trouvé n'était pas un bord du tout. C'était une connexion entre les terres, entre les peuples, entre les époques. Le détroit qui sépare l'Asie de l'Amérique est aussi le détroit qui les unit. C'est par là que les premiers humains sont probablement passés il y a des dizaines de milliers d'années, quand les niveaux de la mer étaient plus bas et qu'un pont terrestre existait. C'est par là que Bering a navigué, prouvant que la connexion maritime était possible. C'est là que se trouve aujourd'hui une frontière internationale, mais aussi un passage pour les migrations d'oiseaux, de baleines, de phoques, qui ne connaissent pas de frontières humaines. La géographie ne change pas, mais notre compréhension de celle-ci change constamment. Avant Bering, l'Europe ignorait la configuration exacte du Pacifique Nord. Après Bering, nous avions des cartes précises. Mais même ces cartes continuent d'être affinées. Les satellites modernes cartographient maintenant chaque centimètre de la côte avec une précision que Bering n'aurait jamais pu imaginer. Les fonds marins sont sondés par des sonars sophistiqués. Les courants sont suivis par des bouées électroniques. La technologie avance, mais elle s'appuie sur les fondations posées par des hommes comme Bering qui ont fait le travail initial avec des outils primitifs et un courage extraordinaire. Dans les musées russes, on peut encore voir certains des instruments utilisés par l'expédition de Bering. Des sextants en laiton, des boussoles dans leurs coffrets en bois, des carnets de bord remplis de notes manuscrites. Ces objets ont traversé toute la Sibérie, ont navigué sur le Pacifique, ont survécu aux tempêtes et aux naufrages. Ils sont maintenant des reliques précieuses, témoins silencieux d'une époque où l'exploration était une entreprise physiquement éprouvante, où chaque mesure de latitude devait être calculée laborieusement, où les erreurs pouvaient signifier la mort. Les techniques de navigation ont évolué depuis l'époque de Bering, mais les défis fondamentaux restent similaires. Les navigateurs modernes dans les eaux arctiques doivent encore composer avec le brouillard, les tempêtes, les glaces flottantes. Ils ont de meilleurs outils, radars, GPS, communication par satellite, mais l'océan reste dangereux. Chaque année, des navires sont perdus dans ces eaux. La technologie aide, mais elle ne peut pas éliminer tous les risques. Bering aurait probablement apprécié les outils modernes. Avec un GPS, il aurait pu déterminer sa position exacte en quelques secondes, au lieu de devoir attendre des heures pour des observations solaires. Avec des prévisions météorologiques par satellite, il aurait pu éviter les pires tempêtes. Avec des communications radio, il n'aurait pas perdu le contact avec le Saint-Paul. Ces technologies auraient pu sauver sa vie et celle de nombreux membres de son équipage. Mais elles n'auraient pas changé l'essentiel. Il aurait toujours fallu traverser la Sibérie. Il aurait toujours fallu construire des navires avec des ressources limitées. Il aurait toujours fallu affronter le froid, le scorbut, l'épuisement. La technologie peut aider, mais elle ne peut pas remplacer l'endurance humaine, le courage, la détermination. Ce sont ces qualités qui définissaient Bering et ses hommes. Aujourd'hui, on peut voler de Moscou à l'Alaska en quelques heures. On peut voir le détroit de Bering depuis un avion de ligne, survolant confortablement à 10 000 mètres d'altitude.
En bas, on voit les eaux sombres, les îles dispersées, parfois des baleines ou des icebergs. C'est pittoresque vu d'en haut, presque serein. Mais cette vue aérienne cache la réalité brutale de ces eaux. Pour Bering, ce détroit était un défi existentiel, quelque chose à survivre, pas à admirer. Les passagers dans ces avions ne pensent probablement pas à Bering quand ils regardent par le hublot. Ils ne savent peut-être même pas son nom ou son histoire. Pour eux, c'est juste une partie du voyage, un segment entre l'Asie et l'Amérique. Ils ne réalisent pas qu'ils traversent en minutes ce que Bering a mis des années à cartographier. C'est le paradoxe du progrès. Ce qui était autrefois extraordinaire devient routinier. Ce qui nécessitait autrefois un courage héroïque devient un service commercial. Mais cela ne diminue pas l'importance de ce que Bering a accompli. Au contraire, cela la souligne. C'est précisément parce que des explorateurs comme lui ont cartographié ces routes, ont prouvé qu'elles étaient navigables, ont établi les fondations de notre connaissance géographique, que nous pouvons maintenant traverser le monde si facilement. Nous volons sur les ailes de leur sacrifice. Nous naviguons sur les cartes qu'ils ont tracées avec leur sang. Chaque fois qu'un avion traverse le détroit de Bering, chaque fois qu'un navire y passe, c'est un hommage involontaire à Bering et à tous ceux qui ont exploré avant nous. Ils ont transformé l'inconnu en connu, le terrifiant en familier, l'impossible en routinier. C'est leur cadeau aux générations futures. Nous l'acceptons si facilement que nous oublions parfois qu'il a fallu des vies pour nous l'offrir. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.